Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial sur le Japon. Si j'ai l'air un peu étonnée, c'est parce que j'ai changé des choses. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je le sais. En fait j'ai juste bougé ma table basse. J'ai inversé ma position dans le canapé. Parce que je suis bourrée d'habitudes éthiques en fait, vous les voyez jamais. Mais et de fait en fait, je gagne de la place. Mais énormément de place. La preuve, il y a moins de bordel là. Vous voyez ça? Je suis géniale. Ça reste encore amélioré, mais l'idée est là. Bref, concentrons-nous. Je vous fais une spéciale Japon et notamment avec une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, que je vous ferai découvrir après ces petits teasers. Et on va commencer avec un service presse, Strange Houses de Uketsu aux éditions du Seuil. Et d'un coup, je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà fait en vidéo, mais en ce moment j'ai des petits soucis de mémoire, tout se mélange, mon TDA et mon trouble de l'attention est bien, voilà, comme vous pouvez le voir. Bref, ici donc Strange Houses, en vrai c'est le premier roman qu'a publié Uketsu avant Strange Pictures. J'avais adoré Strange Pictures et j'ai eu cette chance que Babelio me le propose en masse critique privilégiée. Donc déjà le jour où j'avais reçu le mail j'étais comme une folle et quand j'ai reçu le fait que j'avais gagné le livre j'étais complètement dingue. Ici on suit un auteur spécialisé dans l'occulte qui est consulté par un ami au sujet d'une maison et il y a quelque chose sur les plans de la maison qui lui pose question. Une pièce en trop. Qui est un espace en fait il n'y a pas de fenêtre. C'est très étrange donc il va demander à cet ami qui lui va faire appel à un architecte si je me trompe pas pour comprendre tout ça. Et en fait ils vont découvrir des choses très étranges et c'est pas la seule maison concernée. Et j'en dis pas trop parce que l'idée c'est avec Uketsu, c'est justement de partir sans trop savoir dans quoi on va. Et il y a une différence en fait par rapport à Strange Pictures, c'est que personnellement je préfère Strange Pictures que j'ai trouvé beaucoup plus abouti. Là on voit qu'à la base c'était une histoire qu'il a fait comme ça sur sa chaîne YouTube et il avait fait participer ses abonnés. Et c'est devenu un livre, en fait, c'est ça la différence. Et en fait, ce qui me perturbe dans celui-là, il reste très bon, hein, parce qu'à un moment donné, mon cerveau a été en mode non, mais c'est tiré un peu là par les cheveux, mais c'est le but avec Uketsu, c'est toujours un peu tiré par les cheveux. Et en fait, après, on se laisse tellement porter. Il y a un rapport avec les traditions japonaises, sur les héritages des traditions, sur le côté très paternaliste au Japon. Partout, c'est partout comme ça, mais au Japon, c'est très... c'est l'homme qui doit s'occuper de tout. C'est le rôle de la femme. Il y a plein de choses qui sont un peu critiquées dedans. Et il y a un côté un peu... est-ce que je peux le dire sans spoiler? Compliqué. Bref. Je vous laisserai... il y a une histoire de malédiction. Enfin, malédiction, entre guillemets, on va dire ça comme ça, mais je vous laisserai découvrir. Il reste extrêmement bon, hein. Honnêtement. J'ai eu juste un moment où je m'étais dit c'est un peu tiré par le cheveu, pourquoi tu penses à ça en premier? À moins que tu sois pas tout à fait d'équerre, mais après on est vraiment dedans. Et les plans, c'est juste un truc... c'est juste... voilà. On commence par ça en fait, par les plans. Et c'est écrit du point de vue de cet auteur spécialisé. Et alors je sais qu'il existe en manga, mais je suis étonnée parce que je crois qu'ils ont mis une fille comme personnage principal. Alors après à voir qui est représenté, mais ça je n'en dirai pas plus. Et j'ai été étonnée parce que c'est écrit presque sous forme de dialogue, théâtre, à mi-chemin entre les deux. Et je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir fait comme ça change en fait par rapport à Strange Pictures, ça change quand même. On reste dans les trucs très étranges et l'éditrice française a prévenu que le prochain qui sort, parce qu'il y en a un prochain qui sort l'année prochaine, il a lié Uketsu 11 histoires. Déjà sur Strange Pictures il y en avait 3. Je suis curieuse, très très curieuse de les lire. Bref, ça reste un excellent bouquin. C'est juste ce petit point où... mais après on l'oublie. La bibliothèque des auteurs disparus de Hika Harada aux éditions Nami. Désolée pour le focus, il n'est pas excellent. Comment vous dire? Ici en fait on suit une femme qui va être embauchée dans une bibliothèque des auteurs disparus
En fait, c'est une bibliothèque qui récupère les romans écrits par des auteurs décédés ou leur bibliothèque carrément. Aussi, ça peut arriver, c'est des dons, en fait, ils fonctionnent par dons, et ils ne sont ouverts que la nuit. Et en fait, ce bouquin, comment je vais en parler? C'est un peu compliqué de... Ouais, c'est en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, déjà, c'est le propriétaire, enfin, le propriétaire, le patron de ce lieu. Non, le propriétaire. Non, c'est pas le propriétaire, c'est le gérant, voilà, le gérant de la bibliothèque. Qui... on sait pas trop le cerner, mais on finit par savoir quoi à la fin. J'étais très étonnée par le retournement de situation à ce sujet-là, parce qu'en fait, le propriétaire, on ne sait rien. On ne le voit pas, le propriétaire passe par le gérant pour donner ses consignes. Et, et ce concernant les personnages, en fait, on va découvrir chacun d'eux ont une histoire, mais c'est présenté de manière un peu différente, je trouve, par rapport aux romans qu'on peut trouver chez Nami. Et j'aime beaucoup le message sur les livres et le rôle qu'ils ont, en fait. Le fait que les livres sont importants et qu'il n'est pas question de les jeter. Il faut vraiment les sauvegarder et je saurais pas trop quoi vous dire d'autre, c'est un peu compliqué d'en parler, je l'ai lu un petit moment plus. Et j'ai tendance à avoir une mémoire un peu catastrophique actuellement. Mais on voit vraiment l'amour des livres et le rôle de chacun. Il y a aussi un cuisinier dedans qui fait des petits plats qui donnent envie. Et je crois que c'est ça d'ailleurs la particularité du livre, c'est qu'il y a des références littéraires évidemment. Et voilà. Et en fait, chaque chapitre a un nom d'un plat, je crois, si je ne me trompe pas, qui est présent dans des livres, en fait. Curry à la mode chez Lobamba. C'est en fonction des livres, en fonction de ce qu'on trouve dans les livres, et ce cuisinier, son but, c'est de recréer ses recettes, les recettes des plats qu'on peut voir dedans. Il y a Anne de Green Gables qui est nommée dedans, je crois qu'il y a une bibliographie à la fin aussi. Du coup, ça donne envie d'acheter plein de bouquins, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Bref. Voilà, il y a des recettes aussi. Ça donne envie de manger, donc prévoyez quand même, voilà. Là, il y a la bibliographie. C'était une chouette lecture, c'est pas le truc de l'année, et je vous avouerai qu'actuellement, les livres de ce type, j'aimerais bien autre chose. C'est sympa de temps en temps, mais pas systématiquement en fait. Sinon, on a l'impression de tourner un peu en rond. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé et que je suis allée chez les éditions d'Est en Ouest. Je remercie infiniment la maison d'édition de m'avoir proposé d'en recevoir et de vous en présenter quelques-uns. Si vous voulez des romans japonais atypiques, foncez, vous ne serez pas déçus. Ici, c'est le roman qui inaugure la collection Étrange avec Ashura Girl de Otaro Maizio. Et justement, c'est le point commun avec Oketsu, c'est que Otaro Maizio est le premier auteur à être resté masqué où on ne sait rien de son identité. On ne sait absolument rien, et c'est depuis 2001. Voilà. Et il a été plusieurs fois nominé pour le prix Akutagawa. Alors il va falloir que j'utilise des mots un peu biaisés pour éviter de parler de certaines choses qui pourraient être censurées. Aiko en fait a, on va dire, passé la nuit avec un autre lycéen. Elle s'en veut parce que c'est un monsieur un jeune homme qui a une vision de ce genre de choses pas très respectueuse, on va dire. Sauf qu'étrangement le lendemain il disparaît et qu'on l'accuse de la disparition de ce jeune homme. Et peut-être même de l'avoir tué. Sauf qu'elle n'y est pour rien évidemment, et la particularité c'est que elle a une sorte d'avatar qui s'appelle, que je ne me trompe pas, Chastine. Je dis Chastine, je sais pas si ça se dit comme ça. Qui grosso modo va un peu tempérer le caractère de Aiko qui est un peu sportif, on va dire ça comme ça. Aiko elle a un franc-parler, en fait le livre écrit vraiment, on est dans la tête de Aiko, qui peut être de temps en temps un peu agaçante, dans le sens où c'est une ado. Donc une ado par moment a un sens des priorités qui n'est pas tout à fait le même qu'un adulte, mais c'est ce qui fait la force de bouquin. C'est que si vous ne lisez pas de littérature japonaise, vous pouvez y aller sans problème. Franchement, ça s'adapte n'importe où dans le monde. Donc la première partie sur Aiko. On a une autre partie du point de vue de Chastine où on change totalement de plume. On a une plume très belle avec des décors très beaux. Par contre,
c'est sanglant. Je vous le dis tout de suite. Et le final, je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment pas vu venir du tout. Et j'ai beaucoup aimé la réflexion qui est faite, d'ailleurs, dans cette fin. Je vous laisserai découvrir parce qu'on apprend énormément, en fait, à la fin. Il y a une vraie réflexion qui est très intéressante. J'ai même pas mis une post-it, j'aurais dû. Et après, il y a une nouvelle qui s'appelle Le serpent qui traverse la rivière, du même auteur. Je pourrais pas trop vous en parler parce que j'ai pas... Je pense à un auteur qui doit être très bon au roman, mais la nouvelle m'a pas marqué, honnêtement. Peut-être parce que le roman est très bon. Étrange, il faut se laisser porter. Il faut être ouvert d'esprit. Mais excellent dans la... Voilà, j'ai bien aimé le fait que ce soit précisé que c'est un voyage initiatique complètement déjanté. Avec un double face de Tarantino à Miyazaki. Je suis assez raccord. Miyazaki version sanglant quand même. Mais je suis très raccord avec ça et j'ai beaucoup aimé le roman. J'avais besoin d'être dépaysée et de sortir de mes zones de confort et il est tombé vraiment au bon moment. Et j'en ai d'autres à lire de la maison d'édition, donc vous les reverrez passer. Et je remercie encore l'éditeur de me l'avoir envoyé. Parce qu'en plus l'éditeur, en fait, je vous explique, l'éditrice, pardon, quand elle m'a proposé les services presse, j'avais repéré 4 titres, mais je lui ai pas dit, comme j'étais très étonnée en fait, je l'ai laissé choisir les livres, elle m'en a donné 4, donc notamment celui-là, et celui que je vais vous présenter après. Et en fait, comme je savais pas choisir entre les 4, je lui ai dit surprenez-moi. Et elle a bien cerné mes goûts, très sincèrement, elle a vraiment bien cerné parce que là pour l'instant, avec celui-là, ça fait un sans faute. Le meurtre d'Alice de Yasumi Kobayashi, collection Polar. Ce monsieur est en fait un auteur de science-fiction et d'horreur. Son premier roman lui vaut le Grand Prix horreur japonais. Là, je dirais pas que... Horreur, alors j'ai l'impression que le mot horreur, c'est qu'il y a horreur et il y a horreur. Pour moi, il y a l'horreur où c'est vraiment purement sanglant, où le but c'est gratuit, de la violence gratuite. Et il y a l'horreur où il y a une réflexion derrière, ou plus dans l'ambiance. Ici, j'ai pas trouvé que c'était horreur, personnellement. Bref, je vais vous expliquer. On est un chapitre sur 2 au Pays des Merveilles, avec Alice qui est accusée de meurtre. Et sauf que ces meurtres se produisent dans la vraie vie, et on suit Ali. Ali en fait est une étudiante où il y a aussi autour d'elle des morts, mais là c'est des morts accidentelles. Qu'au Pays des Merveilles, c'est des vrais meurtres. Enfin, vrai meurtre. J'aime pas dire vrai meurtre, c'est très bizarre comme phrase, mais vous avez compris l'idée. Et on suit toute l'évolution de ces deux univers parallèles et on essaie de savoir d'où vient le lien en fait entre les deux. Et on a vraiment les références à Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, et c'est écrit essentiellement sous forme de dialogue. On pourrait presque faire, je vais pas dire une pièce de théâtre, mais c'est vraiment quasiment que des dialogues, avec ces fameux dialogues absurdes qu'on peut retrouver dans Alice au Pays des Merveilles, avec le chapelier fou, le lapin de Mars, le lièvre de... Ouais, je sais plus, bref. Il y a un lapin, il y a le lièvre de Mars, pardon, on va y arriver. Le chat du Cheshire apparaît une fois, je crois. Il y a un personnage que j'ai bien aimé dedans, qui m'a un peu plus... Je me suis attardée plus sur lui que sur les autres, c'est Bill. J'en dirai rien d'autre, si ce n'est que j'ai pas vu venir le coupable et qu'en fait on se prend au jeu de chercher quel personnage du monde réel représente tel personnage dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas si ma phrase était très claire, mais vous voyez l'idée. On mène plusieurs enquêtes à la fois au final, et je me suis fait avoir. Au moment où je commençais à me dire oui, j'ai compris l'idée, et où je pensais savoir qui et qui, machin, et à la fin je me dis waouh, j'ai pas vu venir le truc, très sincèrement. J'ai trouvé ça très intelligent, très bien réfléchi, très bien construit. Et il faut savoir, ce livre est le premier d'une série de bouquins qui se déroule dans les contes, mélangeant contes et polar. Mais après, je pense qu'ils sont plutôt indépendants, on peut les lire plutôt indépendamment. Je vous dirai ça parce que je vais lire le prochain très bientôt. Il est là, à côté de moi, il attend patiemment, comme les autres de la maison d'édition. Mais je vous en reparle. Le deuxième, c'est avec les contes d'Hoffmann, que je connais moins, je maîtrise moins, donc on va pouvoir voir. Alice au Pays des Merveilles, je l'avais lu la version de Benjamin Lacombe, donc je connais mieux.
J'ai vu les films version Tim Burton, alors je sais que c'est version Tim Burton, mais du coup j'avais plus de références quand même. Mais c'était vraiment bien, très très bien fait, très intelligent, et surtout là, le fait d'avoir vraiment fait un chapitre sur deux, quoi. C'est... Et c'est à chaque fois, c'est des livres voilà, qui sont retrouvés soit nommés pour des grands prix ou des choses. Et le dernier que j'ai fini très récemment, Le Café secret des nuits de pleine lune de Mai Mochizuki aux éditions Point, que voici, que j'ai lu dans le cadre de groupe de lecture sur l'Asie avec Élise, que je salue à nouveau. Ici en fait on est à Kyoto, j'avais un peu zappé que c'était Kyoto, je suis tellement habituée à ce que ça se passe toujours à Tokyo que chaque fois qu'il rappelait Kyoto j'ai dit ah oui c'est vrai. Et Kyoto ça doit être une ville magnifique. Et en fait on suit des différents personnages, on va dire ça comme ça, qui à un moment donné se retrouvent face à ce fameux café secret des nuits des pleines lunes. Ouais c'est ça. Non parce que j'ai tendance à inverser les mots là-dedans. Le titre est trop long. Et en fait, il apparaît le temps d'une nuit pour certains clients et les clients ne peuvent pas passer commande, c'est eux qui leur servent une boisson, un dessert potentiellement, ce qui leur fait du bien, ce qui leur correspond. Et en fait, il y a quelque chose avec l'astrologie, enfin, c'est l'horoscopie, ce qu'ils appellent l'horoscopie. Avec des thèmes astrales, je sais pas si je vais en trouver un. Voilà, là j'en trouve un. Ça ressemble à ça en fait. Désolée pour le focus, mais comme j'ai tout changé, du coup, il faut que je m'habitue à la nouvelle version. Là, c'est flou, là, c'est bien. Bref, vous avez une vague idée. Et ce café secret est tenu par des chats. J'adore les chats, vous le savez. Ou peut-être pas, mais maintenant vous le savez. et j'ai adoré ce bouquin. Alors certes, c'est dans la veine des éditions d'Ami, etc. Je crois que d'ailleurs de base, il a été publié chez eux. Mais ça change. Parce qu'il y a un fil conducteur tout le long du livre, et j'ai beaucoup aimé le final. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et puis je me suis retrouvée dans le premier personnage qui est un peu perdu dans sa vie en fait. Qui est scénariste, je dirais pas grand chose, mais il y a un lien entre tous les personnages, j'ai l'impression que je devrais même pas le dire. En fait, dès le deuxième chapitre, enfin pas le deuxième chapitre, mais la deuxième partie, on comprend l'idée. Mais ils sont tous attachants, ils ont tous un vécu, il y a tous quelque chose qui fait mouche en fait. Et moi maintenant j'aime bien lire les post-faces ou les notes des auteurs parce que je trouve ça très intéressant et on apprend des choses. Et je sais qu'il y a un deuxième tome un deuxième livre qui est sorti qui s'appelle Bonne Résolution. Je sais pas ce qu'il vaudra parce que sincèrement vous pouvez vous arrêter là. Mais moi je pense que je vais aller sur le tome 2 quand il sortira et j'étais très étonnée par l'objet livre. Très sincèrement en poche. Alors par contre le prix n'est pas marqué là. Donc je peux pas vous dire le prix. Mais c'était une très très bonne surprise. J'en attendais pas autant. Très sincèrement. C'est vraiment agréable et il y a quelque chose de très... au-delà de la douceur, il y a un peu d'humour aussi, une petite dose d'humour et de poésie. Quand je dis poésie, c'est surtout par les lieux qui sont décrits, où il y a une forme de magie, il y a quelque chose qui opère, qui vous apaise. Et ça m'a fait du bien de le dire. Voilà, je pense que c'est tout que j'ai à oublier. Et on est à 18 minutes 51, donc je vais pas tarder à arrêter la vidéo avant que... J'ai une petite question avant de terminer. Est-ce que ma voix est douce? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que ma voix l'endormait, l'apaisait. Je sais pas si c'est vrai, mais dites-le moi parce que je m'en rends pas compte. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me dire ce que vous pensez des livres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur vos commentaires sur YouTube. Je sais que je suis peut-être parfois un peu longue à répondre sur YouTube, mais bref. Mais ça va aller, on va y arriver. C'est parce que je reçois pas les notifications. Si quelqu'un peut me dire aussi comment je fais, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je sais pas, bref. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me donner vos dernières lectures ou des choses qui pourraient me sortir un peu de ma zone de confort, mais pas trop non plus, hein. Vous voyez, les mollo. Et je vous retrouve prochainement. Salut!